10 going to be 90. L'affaire criminelle qui entoure l'histoire de Mary-Bell débute il y a 50 ans. Mais la triste réalité, c'est que cette histoire va débuter il y a environ 60 ans, soit le 26 mai 1957 à Newcastle en Angleterre. Sa mère, du nom de Betty, âgée de 17 ans, va donner naissance à une petite fille du nom de Mary Flora, qui va immédiatement la rejeter. Oui, en effet, Betty va tenter à plusieurs reprises de nuire à la santé physique mais également mentale de sa fille Mary pour ainsi essayer de la tuer et s'en débarrasser. Betty, c'est une prostituée. Elle passe souvent à Glasgow pour se prostituer, faire un peu plus d'argent. Pendant ce temps, qui s'occupe de Mary? En effet, on sait que le père de Mary n'est pas répertorié. Donc, Mary va se retrouver souvent entre les mains de gardiens et de gardiennes. Tout au long de son enfance, c'est ainsi que Mary va le vivre, sans l'amour maternel, sans l'amour paternel, sous la garde de gens qu'elle ne connaît pas personnellement ni même intimement. En effet, quelques mois après la naissance de Mary, Betty va rencontrer un homme du nom de Billy Bell, qui est un criminel multirécidiviste. Très peu de temps après leur rencontre, Betty et Billy vont se marier, d'où pourquoi aujourd'hui on l'appelle Mary Bell. À l'âge de 4 ans, Betty va profiter de sa fille et en faire un revenu, pourquoi pas. Elle va décider de la droguer et de la prostituer, donc de la vendre à des hommes sous son toit pour faire de l'argent. Et là, en effet, qu'est-ce qui arrive à un enfant lorsqu'il est élevé dans un environnement, une famille très toxique et très malsaine comme Mary Bell, dont la mère est prostituée, le père est inconnu, le beau-père est un criminel, eh bien évidemment que l'enfant va développer des troubles de comportement. Et les troubles de comportement vont se voir très régulièrement à l'académie, donc dans l'environnement scolaire, soit à l'école. Eh bien, c'est exactement le même cheminement pour Mary Bell, qui était décrite lorsqu'elle était à l'école primaire comme une enfant très perturbatrice avec de gros problèmes de comportement. Elle avait beaucoup de rage et de colère en elle. Mary Bell va se faire très vite une amie qui s'appelle Norma Bell, et non, il n'y a aucune parenté entre les deux jeunes filles. La vie d'un tueur en série, les premières tentatives ou les premiers meurtres de ces criminels-là sont très rarement satisfaisants. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'un tueur en série va commencer à s'imaginer des fantasmes de meurtre, des fantasmes de viol ou des fantasmes qui n'entrent pas dans les règles sociétaires, eh bien, ils pensent avoir le contrôle, ils pensent qu'à certains moments, ils vont agir d'une certaine façon, et lorsque ça arrive pour de vrai, eh bien, c'est très rarement le cas. Ils sont très rarement bien préparés et la victime peut tenter des choses sans même que le criminel ait pensé d'avance. Donc, Mary Bell et Norma Bell vont se rendre dans un abri anti-aérien avec un jeune garçon de 3 ans. Et ce jeune garçon de 3 ans-là va tomber de l'abri, ce qui va grièvement le blesser, mais pas le tuer. À cette époque, en 1968, il était très rare qu'on s'imagine qu'un enfant veuille blesser à ce point-là un autre pour l'inculper ou encore lui causer des troubles judiciaires. Et on imaginait très rarement qu'un enfant puisse en tuer un autre, évidemment. Donc cet accident-là va être classé accidentel, comme le mot l'indique. Là, il est évident que lorsque l'on se met dans la tête de Mary Bell le soir du 11 mai 1968, elle est très loin d'être satisfaite, elle a manqué son coup et elle n'a pas eu le contrôle qu'elle aurait voulu avoir. Elle n'avait pas le contrôle, elle était fâchée, elle était furax, elle a raté son coup et elle veut se reprendre. 3 jeunes filles jouaient dans un bac à sable. Il y avait Susan Cornish, Cindy Help et Pauline Watson, qui étaient toutes les 3 âgées de 6 ans. Et justement, elles jouaient dans un bac à sable. Lorsque Mary Bell et Norma Bell sont arrivées près du bac, Mary Bell leur a demandé de quitter immédiatement le bac à sable. Les 3 jeunes filles ont refusé. Et Mary Bell, sans doute qu'elle s'est mise dans une colère, puis elle a tenté d'en étrangler 2 sur 3. Ça n'a pas fonctionné, évidemment. Le soir même, donc le soir du 12 mai, l'une des mères des 2 filles qui a été étranglée
se rend au poste de police pour déposer plainte, mais celle-ci sera rejetée parce qu'il n'y a pas de preuves physiques. En effet, il n'y a pas de preuves physiques tout simplement parce que la force de Mary Bell n'était pas celle d'un homme, n'est pas celle d'une femme adulte, pas de traces de strangulation, ni même sur le cou, ni même dans les yeux. Lorsqu'elle se promène dans son quartier d'Angleterre avec Norma Bell et qu'elle croise Martin Brown, âgé de 4 ans, qui joue seul devant chez lui. En effet, beaucoup vont sûrement sursauter. Dans ces années-là, il n'était pas rare qu'on voyait des enfants jouer seuls devant chez eux, sur les trottoirs, dans les rues, sans même surveillance parentale. En effet, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, on ne pensait pas à des kidnappings, on ne pensait pas vraiment à des meurtres, on était vraiment naïfs sur ce genre de sujet-là, alors qu'aujourd'hui, en 2023, on essaie le plus possible de protéger nos enfants, même de les surprotéger. Il est très rare qu'on va envoyer nos enfants jouer dehors tout seuls sans surveillance parentale, parce qu'on est conscient aujourd'hui qu'il y a des malfaiteurs, il y a des gens qui peuvent kidnapper nos enfants, qui peuvent les vendre, qui peuvent les assassiner, les violer, c'est pas du tout dans notre intérêt. Mais à cette époque-là, en 1968, 70, 80, même 90, et j'irais même jusqu'à 2000, les parents de cette époque-là, eh ben, étaient très naïfs et croyaient à tort et à travers que tout le monde, même les enfants, étaient en sécurité, même dans les quartiers familiales. Vers 15 heures, il a aperçu Mary Bell et Norma Bell qui se promenaient et lui ont fait un signe pour qu'ils viennent les rejoindre. Ils vont se diriger vers une maison abandonnée qui est située sur Saint Margaret Road. C'est une maison abandonnée où des taulards sûrement allaient souvent, dormaient même. Et lorsque le trio va arriver dans la maison, Mary Bell va étrangler à mort le petit garçon, Martin Brown, âgé de 4 ans. Elle va laisser la dépouille du jeune garçon sur les lieux, puis elle va partir. Vers 16 heures ce jour-là, soit 1 heure plus tard après le meurtre de Martin Brown, âgé de 4 ans, eh bien, d'autres enfants du quartier vont se rendre à cette même maison abandonnée pour y jouer. Les enfants vont s'y rendre et vont découvrir le corps de Martin Brown. La famille va être immédiatement avisée du meurtre du petit garçon. Les policiers vont être également avisés, ils vont se rendre immédiatement sur les lieux du crime où ils vont trouver un flacon de médicaments vide. Au départ, c'est une mauvaise piste et c'est un retard également dans l'enquête parce que les policiers vont penser que le petit garçon est allé jouer dans la maison abandonnée par lui-même, qu'il aurait trouvé le flacon de médicaments, qu'il en aurait pris et qu'il serait mort de surdose. Par chance, quelques jours plus tard, eh bien, l'autopsie va révéler que Martin Brown n'avait aucun médicament dans le sang, ce qui va éliminer l'empoisonnement par lui-même des médicaments tout simplement. Et encore une fois, la mort de Martin Brown va être déclarée comme accidentelle. Et là, Mary Bell, elle est vraiment, j'imagine dans sa tête qu'elle est très contente parce qu'elle a enfin atteint son objectif, qui était, oui, de faire mal à quelqu'un, mais également de tuer quelqu'un. Puis, elle entre vraiment dans un mode de pensée où elle peut faire ce qu'elle veut. Elle va donc se rendre dans un orphelinat à Scottwood où elle va vandaliser la bâtisse avec Norma Bell, puis elles vont laisser un message anonyme sur les murs du genre « Nous avons tué Martin Brown, va te faire foutre, bâtard ». Encore une fois, la police va classer cet événement comme une simple blague. 4 jours plus tard, soit le 29 mai, Mary Bell va se rendre chez la famille Brown. Elle va frapper à la porte, sa mère va ouvrir et elle va dire « Je sais que votre fils est mort, je voulais seulement le voir dans son cercueil ». Donc, en plus d'avoir des idées de violence impulsive pour blesser les autres, eh bien, elle est évidemment attirée par la vision des cadavres qu'elle a elle-même tués. Là, Mary Bell n'en a pas terminé. Elle a réussi son premier meurtre. Évidemment qu'elle va vouloir recommencer. L'adrénaline est plus forte que tout. Et elle veut se perfectionner. Mary et Norma Bell vont croiser la route de Brian Howie, âgé de 3 ans, et vont l'emmener dans un lieu désaffecté où, encore une fois, Mary Bell va étrangler le jeune garçon à mort. Ce n'est que quelques heures plus tard, soit vers l'heure du souper, donc 17 heures, que la sœur de Brian va
commencer à chercher son frère, donc Patricia. Et c'est à ce moment-là qu'elle va croiser la route de Mary et de Norma Bell, et toutes les trois ensemble, elles vont commencer à chercher Brian Howie, âgé de 3 ans, il a disparu, il est souvent parti jouer avec un ami, donc ils vont se mettre à le chercher, toutes les trois ensemble, sachant très pertinemment que c'était Mary et Norma. On voit un autre visage très intéressant qu'on appelle le criminel impliqué. Beaucoup de criminels vont s'impliquer par la suite dans des recherches, soit sur des enfants qui ont disparu alors que c'est eux-mêmes qui les ont kidnappés, pour se rapprocher une fois de plus de l'enquête, une fois de plus des informations qui pourraient être très pertinentes et très importantes à leurs yeux. Et c'est exactement ce que Mary Bell va faire, elle va participer aux recherches. Ce n'est que quelques heures plus tard que Patricia va finalement décider d'appeler la police pour signaler la disparition de son jeune frère de 3 ans, Brian Howie. Puis la police, donc il va y avoir une brigade qui va se déclencher dans les rues de Newcastle. Puis 4 heures plus tard, soit dans la soirée autour de 23 heures, c'est là que le corps inanimé de Brian Howie va être retrouvé dans une usine désaffectée, couché entre 2 dalles de béton. Les parties intimes du garçon ont été salement amochées par des ciseaux. Il y a des touffes de poils de cheveux qui ont été retrouvées juste à côté du cadavre et les cuisses ont été perforées avec un objet tranchant. Et c'est là que la médecine légale va vraiment aider à l'enquête parce que le médecin légiste va révéler que les blessures étaient beaucoup trop superficielles pour que ce soit un adulte qui les ait commis. Et il y a comme une petite folie qui va s'installer dans le petit quartier où Norma Bell et Brian Howie habitaient. En fait, tout le monde va se mettre à se suspecter les uns les autres et également ça va créer beaucoup de nervosité, tout simplement parce que justement, tout le monde peut être suspect. Tous les adolescents peuvent l'être. Les adultes un peu moins, mais tout de même. Et évidemment, là, qu'est-ce qui arrive de Mary Bell et de Norma Bell? Eh bien, en effet, elles vont faire partie des dizaines d'enfants qui étaient suspectés, tout simplement parce que Mary Bell était vraiment évasive et agissait étrangement, comme si ça ne la perturbait pas, même qu'elle avait l'air de vouloir en savoir un peu plus sur l'enquête, mais également sur la description du cadavre. Tandis que Norma Bell, elle était vraiment excitée par les meurtres. Elle souriait toujours. Elle avait l'air pas vraiment au courant de ce qui se passait, mais en effet, si elle avait une déficience intellectuelle, cela pouvait peut-être s'expliquer. Mary Bell, elle est très intelligente, mais reste que c'est une enfant. Et il y a des choses qui vont sautiller aux oreilles des policiers. Lors de son interrogatoire, Mary Bell va dire que cette journée-là, elle avait évidemment vu Brian Howie jouer avec un garçon de 8 ans dans la rue et qu'il semblait jouer avec des ciseaux. Mais là, les ciseaux n'ont pas été mentionnés pendant l'enquête. Donc, ça va vraiment sautiller aux oreilles des policiers. Bien évidemment que la jeune fille va rester au poste de police pour répondre à d'autres questions. J'ai trouvé une déclaration de Mary Flora Bell qui est tirée du livre « Pourquoi les enfants tuent? L'histoire de Mary Bell ». Donc, je vais vous lire la déclaration et vous allez voir dans ce qu'elle dit, elle a vraiment élaboré une très grosse déclaration, je trouve, pour une enfant de son âge. Brian était dans sa rue principale et Norma et moi marchions vers lui. Nous sommes passés devant lui et Norma a dit « Viens-tu au magasin, Brian? » Et je dis « Norma, tu n'as pas d'argent. Comment peux-tu aller au magasin? D'où le sors-tu? » Le petit Brian a suivi. Je voulais que Brian rentre à la maison, mais Norma n'arrêtait pas de tousser pour que Brian ne nous entende pas. Nous descendîmes Crowshill Road avec Brian toujours devant nous. Il y avait ce garçon de couleur et Norma a essayé de commencer une bagarre avec lui. Elle a dit « Darky, blanchi à la chaux, il est temps de te laver. » Le grand frère est sorti et l'a frappé. Le garçon s'éloigna et la regarda comme si elle était idiote. Nous sommes allés à côté de la boutique de Dixon et avons grimpé par-dessus les grilles, je veux dire, par un trou et par-dessus la voie ferrée. Alors j'ai dit « Norma, où vas-tu? » Et Norma a dit « Tu connais cette petite mare où sont les têtards? » Quand nous sommes arrivés là-bas, il y avait un grand et long réservoir avec un trou rond entouré de petits trous. Norma dit à Brian « Tu viens ici parce qu'il y a une dame qui arrive et les boîtes de bonbons sont là. » Nous sommes tous entrés, puis Brian s'est mis à pleurer et Norma lui a demandé s'il avait mal à la gorge. Elle a commencé à lui serrer la gorge et il s'est mis à pleurer. Elle a dit « C'est pas là que vient la dame, c'est là-bas, près de ces gros blocs. » Nous sommes allés jusqu'au bloc et elle a dit « Tu dois t'allonger. » Et il s'est allongé à côté des blocs où il a été retrouvé. Norma dit « Relève ton cou. » Et il l'a fait.
Puis elle s'est emparée de son cou et a dit « Pose-le ». Elle commença à palper son cou de haut en bas. Elle le serra fort. On pouvait dire que c'était dur parce que le bout de ses doigts devenait blanc. Brian se débattait et je lui tirais les épaules, mais elle est devenue folle. À ce moment-là, elle avait cogné la tête de Brian contre un bois ou un coin de bois et Brian gisait sans connaissance. Le garçon était tout blanc et bleu et ses yeux étaient ouverts. Ses lèvres étaient violacées et avait tout comme de la bave. Ça s'est transformé en quelque chose comme du duvet. Norma l'a couvert et j'ai dit « Norma, je n'ai rien à voir avec ça. Je devrais te dénoncer, mais je ne le ferai pas. » Et là, elle s'est mise à pleurer et a dit « Ne commence pas ou je te ferai la même chose. » Elle pleurait toujours et elle s'est emparée de sa gorge, mais il grogna après elle. Nous sommes rentrés à la maison et j'ai ramené la petite Lacey à la maison. Norma agissait de manière assez drôle et faisait des grimaces nerveuses et écartait les doigts. Elle a dit « C'est le premier, mais ce ne sera pas le dernier. » J'ai alors eu peur. Je l'ai déposée sur la voie ferrée et nous avons remonté le chemin Crossroad Road. Norma est entrée dans la maison et elle a pris une paire de ciseaux et elle les a mis dans son pantalon. Elle a dit « Va chercher un stylo. » J'ai dit « Non, pourquoi faire? » Elle dit « Pour écrire une note sur son ventre. » Et je n'ai pas eu le stylo. Elle avait une lame de rasoir de Gillette. Nous sommes retournés dans le bloc et Norma lui a coupé les cheveux. Elle a essayé de couper sa jambe et son oreille avec la lame. Un homme descendit la berge du chemin de fer avec une petite fille aux longs cheveux blonds. Il portait une chemise à carreaux rouges et un jean bleu. Je me suis donc éloignée. Elle a caché la lame de rasoir sur un gros bloc de béton carré. Elle laissa les ciseaux à côté de lui. Elle est sortie avec moi par l'herbe de Scotch Road. Je ne pouvais pas courir sur l'herbe parce que j'avais juste mes pantoufles noires. Quand nous nous sommes entendus, elle a dit « Mais tu n'aurais pas dû faire ça car tu vas avoir des ennuis. » Et je n'avais rien fait, je n'ai pas le cran. Je ne pourrais pas tuer un oiseau par le cou ou la gorge ou quoi que ce soit. C'est horrible ça. Nous avons monté les marches et sommes rentrés chez nous. J'étais presque en train de pleurer. J'ai dit « Si Pat découvre, elle te tuera. » Parce que Pat ressemble plus à un garçon manqué. Elle grimpe toujours dans les vieux bâtiments et tout ça. Plus tard, j'ai aidé à chercher Brian et j'essaie de dire à Pat que je savais où se trouvait frère, mais Norma a dit « Il ne se verra pas là-bas, il n'y va jamais. » Et elle a convaincu Pat qu'il n'y était pas. On m'a crié vers 7h30 et je suis restée. Je me suis réveillée vers 11h30 et nous nous sommes tenus à la porte alors que Brian avait été retrouvé. L'autre jour, Norma voulait être placée dans une maison. Elle dit « Vas-tu t'enfuir avec nous? » Mais j'ai dit non. Alors déjà, dans cette déclaration-là, Norma Bell, elle est très précise sur certains détails, notamment lorsqu'elle parle des doigts de Norma Bell qui seraient devenus blancs à force de peser fort sur le cou du jeune garçon. Aussi, lorsqu'elle le décrit avec la peau blanche, bleutée, les yeux ouverts, on voit vraiment que pendant le meurtre, elle était très attentive aux détails. Et c'est justement là qu'elle a inclus les ciseaux et la lame de rasoir. Donc, elle mentionne également à plusieurs reprises qu'elle n'a rien fait, que c'est Norma Bell. Puis par la suite, elle va inventer des personnes qu'elle aurait croisées, alors que ce n'est pas vrai du tout. C'est tout simplement pour essayer de se déculpabiliser des meurtres et que la police croit que c'est Norma Bell. Je pense sincèrement que depuis le début de son amitié avec Norma Bell, eh bien, c'était ça le but, c'était justement de trouver quelqu'un de beaucoup moins fort psychologiquement que elle, et c'est pourquoi elle serait tombée sur Norma Bell, parce que Norma Bell avait justement une déficience intellectuelle, qu'elle semblait très naïve et très influençable. C'est officiellement en août 1958 que Mary Bell et Norma Bell ont été accusées d'homicide involontaire atténué par le jury. Et quant au juge du procès, donc le juge Cusack, eh bien lui, il a mentionné que Mary Bell était très dangereuse pour la société, très dangereuse pour les autres enfants, et elle fut condamnée à une peine de prison indéfinie. On sait que Mary Bell a été libérée en 1980 et c'est là qu'elle va obtenir une protection d'anonymat. C'est le 25 mai 1984 qu'elle va donner naissance à une petite fille. On sait qu'en 2009, Mary Bell serait devenue grand-mère et Norma est décédée en 1989, soit à l'âge de 34 ans. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimée. Si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à les mettre dans la barre de commentaires. Que pensez-vous de l'histoire de Mary Bell? Est-ce que vous pensez que si elle avait été élevée avec l'amour maternel, l'amour paternel et une stabilité, est-ce qu'elle aurait fait tous ces meurtres? Est-ce qu'elle aurait fait toutes ces tentatives de meurtre? Est-ce qu'elle aurait pensé de cette façon?
Est-ce que ces traits psychopathiques se seraient développés selon le juge de cette époque? Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. On se demande toujours encore une fois, est-ce qu'il y a vraiment des humains qui naissent mauvais ou est-ce qu'on le devient? Vous avez une opinion face à ces deux questions-là sur Marybelle, mais également sur est-ce qu'on est bon ou est-ce qu'on est mauvais? Eh bien, n'hésitez pas à commenter. Sur ce, je vous laisse dans votre semaine, dans votre week-end et on se retrouve pour un prochain sujet. Ciao, ciao!